Donc merci à vous d'être venu nous apporter votre parole. On va commencer par toi, David. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots les activités d'Hello Work ? Alors tout d'abord, merci pour l'invitation, merci à tous les deux. Pour Hello Work, donc on en a un petit peu parlé au cours de la soirée. Donc Hello Work, c'est une société qui est une vieille société de l'Internet puisqu'elle est née il y a 20 ans. Pendant très longtemps, elle s'est appelée Région Job. Nous avons changé de nom de la société en septembre dernier. De façon à ce que ça corresponde un petit peu plus à ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire qu'en fait, Région Job couvre elle a un petit peu le porte-étendard depuis très longtemps du développement de la société. Mais au-delà du recrutement en région, on a maintenant pas mal d'activités sur le recrutement des cadres avec Cadréo. Avec le blog du modérateur, on a développé également une plateforme de recrutement sur les métiers du digital. Et puis au-delà du recrutement, une activité sur la formation, avec ma formation qui met en relation des centres de formation et des personnes à la recherche d'une formation continue. Et puis une suite de logiciels, de soft, donc un ATS qui s'appelle Talent Detection, enfin qui est plutôt un logiciel de gestion de candidature, un logiciel de multidiffusion d'offres qui s'appelle Talent Plug, etc., etc., etc. Et au-delà de ça, on a souhaité accélérer, et puis changer un nom, c'est bien, mais on s'est dit qu'il fallait aller un petit peu au-delà. Donc à ce changement de nom, on a adossé une enveloppe de 30 millions d'euros pour mener à bien des opérations de croissance externe. Donc 30 millions d'euros, c'est pas de l'argent que nous avons levé, mais qu'en bon breton, nous avons mis de côté pendant quelques années, et de façon à mener à bien des opérations de croissance externe. Une première avec Joby Joba en juillet dernier. Et en parallèle de ça, nous avions lancé un incubateur qui s'appelle donc Hello Work Start, dans lequel nous avions eu le plaisir d'accueillir effectivement Jay. Et de fil en aiguille, eh bien, Jay a rejoint Joby Joba. Et cette première opération avec Joby Joba, ça marque vraiment le tournant un petit peu pour Hello Work. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tous les développements que nous avions faits, nous les avions faits vraiment autour de notre innovation interne. Et là, on souhaite vraiment aller un cran plus loin avec ces opérations de croissance externe. Donc, dans les 2-3 ans, mener des opérations un peu similaires et mener 5-6 opérations. Donc là, nous avons des deals en cours, mais évidemment, je ne peux pas en parler. Donc c'est 250 collaborateurs sur tout le territoire, c'est dont 170 à Rennes. C'est une grosse équipe tech d'une centaine de personnes. Donc là, c'est du développeur, du data scientist, du data engineer, du data architecte, des designers, etc. etc. Et puis des équipes commerciales réparties sur tout le territoire et notamment à Paris. Et maintenant, un gros pôle autour de Bordeaux. Et puis notre actionnaire, c'est le Télégramme de Brest. Voilà, donc le Télégramme depuis 2000 d'ailleurs. Ils sont très contents d'ailleurs, je crois. Florent, je te pose la même question à toi. Si en une minute ou deux, tu nous présentes Happy to Meet You. On est un petit peu plus petit qu'Hello Work. Et plus jeune, ouais. Donc Happy to Meet You, co-créé avec François qui est dans la salle et qui fait des tweets. Il y a 3 ans. Ah, c'est gentil. Il y a 3 ans, donc société qu'on a voulu créer sur 2 axes qui sont pour nous très liés aujourd'hui, que sont et le recrutement et la marque employeur, même si le mot marque employeur englobe pas mal de choses en fait. Voilà, donc société qu'on a créée il y a 3 ans. On est 20 aujourd'hui, 20 collaborateurs, on a 3 postes ouverts en ce moment. Principalement donc sur Rennes et puis Nantes, et on l'espère, en tout cas c'est dans notre objectif pour 2019-2020, ouvrir 1 ou 2 autres villes françaises. Et puis à côté d'Happy to Meet You, on a la chance d'être actionnaire de Comendoo. Et le privilège. Voilà, et de Comendoo qu'on a co-créé avec Jérôme et Jean-François il y a 1 an et demi maintenant. On va commencer peut-être par toi, David. On va prendre un peu de hauteur grâce à toi. Merci. Ouais. Sur le marché du recrutement, et puis je crois que tu voulais nous parler aussi d'un enjeu qui est majeur aujourd'hui, c'est la data. Ouais, donc l'idée c'était, alors on a rapidement échangé, effectivement de parler un petit peu des sujets qui drivent l'innovation. Et puis des sujets qui sont peut-être certains d'une certaine maturité, d'autres qui ne sont peut-être pas encore arrivés totalement à maturité, même si on en parle beaucoup. Sur la data, je pense qu'on est vraiment sur un sujet qui est là pleinement mature. Donc c'est un sujet qu'on travaille avec cette équipe d'une dizaine de personnes. L'enjeu autour de la data, big data, on va le dire comme ça, en tout cas de l'algorithmie, donc
de l'apprentissage appliqué à de grands ensembles de données, et donc des algorithmes qui sont capables d'apprendre, de rapprocher, et puis surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs, qui vont faire en sorte, on va parler, alors certains parlent de matching, etc., donc tout le monde fait sensiblement la même chose derrière ces termes marketing, c'est comment on va réussir à mettre cette mise en relation simplifiée au possible entre un recruteur et un candidat, et qu'elle soit la plus fine et la plus efficace possible. Donc nous, notre job, c'est de vous simplifier la vie, c'est de simplifier la vie du candidat et que toute la complexité, on se la garde et on la met en œuvre. Et tout ça, c'est possible parce que nous avons 3 à 4 millions de personnes qui utilisent nos services chaque mois et que de l'autre côté, nous avons des centaines de milliers d'offres qui nous sont confiées. Donc c'est d'opérer ce matching le plus finement possible. Et alors, je ne sais pas si je peux peut-être essayer de vous expliquer ça, mais en gros, une offre, on va la caractériser avec à travers une centaine de critères. Donc en fait, mathématiquement, si on dessine, on va avoir un plan non pas à 2 dimensions, mais à 100 dimensions, donc c'est assez théorique. Et donc on va placer cette offre à ce point-là. Et de l'autre côté, on a des candidats qu'on va essayer de caractériser selon ces mêmes critères. Et dans l'espace, on va le positionner, et s'ils sont tous les deux assez proches, potentiellement, ce candidat et cette offre, ça match. Donc ça, c'est de la théorie. Et ensuite, derrière, on va s'intéresser à ce que va faire ce candidat. Et on constate que ce candidat s'intéresse également à d'autres offres qui sont peut-être un petit peu éloignées de celle-ci. Et on va avoir un autre candidat qui est dans cet espace virtuel et positionné au même endroit. Et on se dit que cet autre candidat pourrait aussi être intéressé par cette autre offre. Donc on va prendre cette offre-là et on va la proposer à ce candidat. Donc ces systèmes-là de proposition, de matching, d'appariement qui relèvent vraiment d'outils mathématiques, c'est maintenant plus de 50% des candidatures chez nous. Donc en fait, plus de 50% des candidatures résultent de ces calculs mathématiques et de ces données qui ont été traitées, et sur des offres sur lesquelles ne se seraient pas forcément positionnés les candidats. Donc la puissance de nos outils relève vraiment de ces calculs-là, et de la façon dont on va traiter le plus finement possible chacun des métiers, et au-delà même des métiers, des formations. Une très grosse difficulté que nous avons, c'est qu'il n'existe pas en France de référentiel des formations. C'est-à-dire que sur les 20 dernières années, ça existe nulle part. Toutes les formations, avec leur changement de nom, parce qu'évidemment, les formations changent de nom au fil du temps, donc il faut pouvoir recréer cet historique et avoir cette vision exhaustive de toutes les formations en France pour derrière retracer les parcours de chacun et pouvoir en recréer aussi, retraiter derrière ces données-là. Donc voilà des choses auxquelles on s'attelle au quotidien et qui sont des enjeux pour beaucoup, et est venu se greffer à ça un petit sujet qui est le RGPD. Je pense que vous y avez été confrontés également. Donc pour nous, ça a été évidemment un sujet majeur de 2018, avec un enjeu sur le respect de ces différents règlements, s'assurer que personne ne garde un fichier à droite, à gauche, avec des données pas tout à fait, voilà. Mais c'est bien, ça oblige aussi, ça oblige chacun à revoir que c'est un petit peu ses process, et puis ça a assaini aussi un petit peu le marché. Mais ça, c'est aussi un sujet pour vous, hein. Je pense qu'en termes de RH, vous y avez tous été sensibilisés, mais c'est un vrai sujet. Pour l'instant, la CNIL n'a pas encore tapé très très fort, mais ça risque d'arriver, pour l'exemple. Donc on a eu ce sujet-là. Autre sujet de maturité, le mobile. Donc là, on avait un sujet qui était la consultation mobile. Maintenant, on est sur un sujet qui est la candidature mobile. On a maintenant plus de 50% des candidats qui candidatent via mobile, hein. Et de notre côté, on avait une difficulté du côté des solutions et des logiciels, notamment ATS, qui n'évoluaient pas à notre goût, en tout cas suffisamment rapidement pour faciliter les candidatures mobiles. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas les attendre, et donc on a bypassé leur process, et tout le process, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, soit ils ont des API avec lesquels on travaille, soit tout le process de candidature est chez nous, et derrière ce sont des robots qui vont aller poster la candidature directement sur vos interfaces. Parce que derrière un candidat, quand il se retrouvait sur un environnement mobile qui n'était pas adapté, mais évidemment il fuyait, et puis derrière nous étions responsables parce qu'il n'y avait pas assez de candidats, sauf qu'on ne se considérait pas comme responsable parce que l'interface n'était pas faite pour, donc on s'est dit qu'on n'allait pas attendre et qu'on allait bypasser ça. Donc voilà des sujets qu'on a traités. L'annonce augmentée, tu vas en parler tout à l'heure, en tout cas les attentes des candidats sur le fait d'en savoir beaucoup plus sur l'entreprise, d'avoir beaucoup plus de vrai au-delà du discours numéro 1 sur son secteur, etc., etc. De voir les collaborateurs en situation. Donc c'est aussi une vraie attente, hein. Je pense que les usages Airbnb et autres ont fait que, alors Airbnb, parfois les images sont peut-être un peu trop léchées, mais en tout cas on a des attentes de visuels et de photos et de vidéos et des collaborateurs en situation.
Et puis peut-être alors avant d'ouvrir sur l'IA, on est sur un secteur où nous avons des concurrents. Donc ça fait depuis 2000, donc on a vu quand même pas mal d'investissements assez massifs avec des très gros acteurs qui arrivent. Donc LinkedIn qui maintenant appartient à Microsoft, qui est un gigantesque acteur évidemment sur le marché et qui est en partie concurrent. Facebook qui arrive sur l'emploi. Donc pour l'instant qui est encore assez mesuré, qui n'est pas encore très présent, mais en tout cas qui souhaite investir le domaine de l'emploi puisque les données liées au parcours professionnel les intéressent. Plus que le sujet de l'emploi, c'est plutôt la donnée du parcours professionnel qui leur permettront derrière de faire du ciblage publicitaire et donc derrière un chiffre d'affaires plutôt sur le segment publicitaire. Et puis Google, évidemment, parce qu'il nous reste Apple et Amazon, mais autrement, Google qui s'est déployé sur l'emploi avec une solution qui s'appelle Google for Jobs, qui est déployée dans beaucoup de pays, qui va arriver en France au premier semestre, qui par ailleurs a une solution qui s'appelle Google Hire, donc logiciel aussi de gestion de candidature et d'ATS, qui de façon tout à fait, selon leur dire, c'est une pure coïncidence que tout ceci se lance en même temps. Donc tout ceci va arriver aussi, donc un autre acteur qui va forcément un game changer et qui va arriver là tout prochainement. Donc on a ces acteurs-là qui viennent modifier un petit peu bouger les lignes de ce marché de recrutement, mais de notre côté on continue d'avancer. Et puis enfin le dernier sujet, c'est l'IA. Donc l'IA, on en parle beaucoup de monde en parle. Dans la réalité, on regarde ça nous avec beaucoup de comment dire, on essaie de faire preuve de dire vraiment ce qu'on fait. Nous, on ne dit pas qu'on fait de l'IA. Enfin, on traite des gros volumes de données, mais les systèmes automatisés, apprenants, etc., qui les maîtrisent réellement? Il y a très peu de sociétés qui ont les ressources pour le mettre en œuvre. En tout cas, c'est ce qu'on estime. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner très rapidement, mais en tout cas, la réalité, en tout cas, de son efficience est pour l'instant bon. Si c'est une IA qui va reconnaître une girafe sur une photo, très bien. Après, derrière, il y a d'autres sujets que cela. Ça ne veut pas dire que l'IA ne va pas s'installer fortement, et notamment on parlait des tâches répétitives tout à l'heure, notamment administratives. Je pense que là, il y a un vrai sujet, effectivement, pour l'IA. Après, est-ce que l'IA vous permettra de détecter le bon candidat, de passer l'entretien à votre place, à travers les mimiques sur la vidéo du candidat, en tirer des traits de caractère? Est-ce que vous allez faire confiance à cette IA? Il y avait un très bon article du Monde hier sur les bugs de l'IA. Voilà, il y a des vrais sujets, c'est-à-dire qu'en gros, l'IA, à partir des données qu'elle a actuellement, pour en déduire qu'un Chief Digital Officer, il se doit d'être blanc, d'avoir 40 ans et d'être un mâle. Parce que ces données, en fait, réellement, on va constater qu'ils ont tous ce profil-là, à partir des données qu'il a. Sauf qu'on sait que ce n'est pas forcément la finalité, donc le système va s'auto-reproduire. Donc comment éviter que ces IA fassent cloner les systèmes en place? Donc là, il y a quand même quelques biais, donc on regarde ça avec beaucoup d'attention. Ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas. Et Jay est une de nos premières briques, en tout cas sur ce territoire-là, qui avait déjà été exploré par Joby Joba. Mais voilà, il y a aussi une dimension éthique à travers cette utilisation de l'IA. Merci David. Florent, de ton côté, on voulait t'interroger un peu sur ta vision des grandes tendances du recrutement. Je crois que tu avais ciblé, tu voulais nous parler notamment de 3 grands points, selon toi, qui étaient assez importants aujourd'hui dans les nouvelles tendances autour du recrutement. Ouais. Alors il y a des choses qu'on partage avec David favorablement en tout cas. Pour moi, la première chose, c'est qui devient clé, c'est la similitude entre le marketing traditionnel et le marketing RH. Le marketing traditionnel, l'objectif, c'est de cibler des clients, des prospects, et d'avoir tout un tas d'outils, de méthodologies pour les approcher. Sur les candidats, et quand on utilise le mot candidat, quand on est recruteur, en plus, c'est un méga biais, parce que beaucoup de gens ne sont pas candidats à grand-chose, en fait, quand on discute avec eux. C'est d'avoir effectivement une logique organisationnelle où on va se dire, je vais aller cibler des candidats qui sont passifs, et quand on recrute des techs de maintenance, des soudeurs, des bouchers, des développeurs, des commerciaux, enfin les métiers, des techs de maintenance, des métiers sur lesquels aujourd'hui tout le monde galère, on va être extrêmement clair, c'est de se dire comment je vais fonctionner, comment je vais paralyser par rapport au marketing. Et le marketing, comment est-ce qu'il fonctionne? Il travaille avec des personas.
Quelles sont les cibles que je vise, quelle est la personne type que je veux recruter, où est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle travaille, c'est quoi ses horaires, qu'est-ce qu'elle lit, quelle émission de télé elle regarde, etc. Donc ça peut paraître assez loin du métier de recruteur, mais c'est fondamental de comprendre effectivement dans quel environnement on veut s'adresser pour ensuite écrire des annonces qui sont percutantes et qui vont toucher les fameuses cibles qu'on a prédéterminées. Je ne vais pas vous faire un topo sur ce que je pense des annonces qui sont pour les trois quarts juste catastrophiques. Et je l'ai fait plein de fois, des descriptions de postes que j'ai mis en ligne parce que j'ai pas trop le temps et ça me saoulait. Aujourd'hui, des annonces, ça doit être ultra travaillé. Travailler même le référencement. Tu parlais de l'arrivée de Google, effectivement. On sait qu'on connaît le business model de Google, c'est du référencement naturel. Et sur les annonces, quand ils vont vouloir agréger les annonces, et Indeed déjà fonctionne à peu près de la même manière, il faut travailler le référencement naturel de l'annonce, donc les mots-clés qu'on met dans l'annonce de manière assez fine. Donc avec des annonces qui sont, à mon sens, qui doivent être ultra travaillées aujourd'hui. Voilà. Quelqu'un qui passerait 3-4 heures sur une annonce aujourd'hui me paraît normal. Voilà. Avant... moi, quand je mettais 10 minutes, un quart d'heure sur une annonce et je la mettais en ligne, c'était le bout du monde. Et puis après, j'étais content, je triais des CV et je passais beaucoup de temps à trier des CV. Aujourd'hui, passer 2-3 heures à écrire une annonce qui est vraiment percutante me paraît indispensable pour faire un vrai boulot de recruteur et gagner du temps sur non seulement les candidatures actives, celles-là elles sont sympas, mais surtout les candidatures passives. Après, tu as parlé, toujours marketing, tu as parlé d'outils, on parle d'ATS, donc d'outils de gestion de candidature. Je pense que les ATS, ils doivent aller plus loin aujourd'hui que ce qu'ils font. Quasiment des CRM de candidats. C'est-à-dire qu'effectivement, des candidats qu'on va rencontrer sur des forums, qu'on va rencontrer dans des événements XY, dans des communautés, il faut pouvoir tout de suite en ligne, comme PubDrive, comme HubSpot le permet, noter des éléments, j'ai rencontré tel candidat à tel moment, etc. Et ça, c'est à mon sens quelque chose qui est indispensable. Donc on se rapproche toujours du marketing. Et puis sur un sujet qui m'est cher, c'est qu'effectivement, il faut attirer des candidats. Alors, on parle d'inbound recruiting, mais je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Mais en tout cas, générer du contenu pertinent aux bonnes cibles qu'on a prédéfinies, sur les bons canaux, que ce soit par de la vidéo, que ce soit par de la photo, que ce soit par de l'authentique, du simple. Même du fait maison, ça, c'est pas ça qui est le plus important, mais qui est vraiment le plus pertinent. Et puis soigner sa réputation RH. Par les sites de notation qui aujourd'hui prennent l'ampleur. Vous avez tous vu que Viadeo a arrêté de se dire qu'ils vont concurrencer LinkedIn, ça y est. Aujourd'hui, effectivement, c'est un site de notation. Quand vous allez voir le site de Viadeo, c'est un site de notation d'entreprise et notes Viadeo sont repris sur les annonces d'un concurrent d'HelloWork que je ne citerai pas. Donc, ouais. Je crois que Florent, il y a un autre thème aussi qui t'est cher, c'est l'expérience candidat. Ouais, alors l'expérience candidat, c'est pour ça que pour moi la marque employeur, c'est le sujet, mais l'expérience candidat, elle est clé aujourd'hui. L'expérience candidat, c'est pas juste avoir une page carrière qui est sympa, qui est propre, c'est le minimum syndical aujourd'hui, mais c'est d'entretenir la communication avec les candidats à tous les moments, c'est-à-dire avant, pendant, après. Ça, c'est quelque chose qui est clé. En se disant, avant, est-ce que les questions, les demandes que je fais aux candidats, aux personnes que je croise sur le net, est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce que j'ai besoin de connaître tout un tas d'éléments, comme je le vois encore sur un certain nombre d'annonces, le nom, le prénom, le téléphone, l'email, et puis la possibilité de mettre un CV en ligne, ça c'est top. Pourquoi pas aussi, et ça c'est quelque chose en lequel moi je crois fortement, et que propose CV Catcher, c'est effectivement de pouvoir, grâce à mon CV, je mets mon CV en ligne et je peux voir toutes les offres de l'entreprise qui pourraient me correspondre. De simplifier totalement le parcours du candidat, pour une raison très simple, tu as parlé du mobile, et j'ai appris autant qu'être, mais moi c'est un chiffre qui m'a super marqué, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu l'as dit vite. Et je vais le reprendre parce que pour moi, ce truc-là, il est vraiment clé. En décembre 2017, 22% des candidats disaient « moi, je veux postuler par mobile » et « je postule par mobile ». On fait la même enquête un an après, vous faites la même enquête, c'est vous qui l'avez faite. C'est plus 22%, c'est 54%. C'est-à-dire que c'est 34 points de plus. Donc c'est pas juste un truc au hasard, machin. Donc c'est une vraie tendance. On verra ce que vous direz en décembre 2019. Mais pour moi,
de simplifier le recrutement, la personne qui est sur le net, qui est sur LinkedIn, qui est sur Twitter, qui est sur Facebook, qui est sur TikTok, enfin ce que vous voulez, TikTok pourquoi pas, et qui à un moment voit une annonce qui l'intéresse, un truc qui l'intéresse, et quand je dis une annonce, peut-être même pas une annonce, et qui dit waouh, cette boîte, j'ai envie d'y postuler, et j'ai envie d'y postuler simplement avec mon petit doigt, mon CV qui est sur la Dropbox, ou sur un autre, sur le cloud, quoi, grosso modo, et j'ai envie de l'envoyer à la boîte. Et ça change tous nos cheminements de pensée que j'ai eu, moi, de recruteurs beaucoup plus lourds pour le candidat. En fait, on simplifiait pas la vie du candidat, quoi. Et alors, juste pour compléter, effectivement, il y a eu cette augmentation de cette proportion, c'est aussi lié à la simplification des outils pour candidater. C'est-à-dire qu'en fait, on parlait de la Dropbox, mais on a offert, nous, la possibilité aussi aux candidats de prendre une photo de son CV. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains candidats qui n'ont plus de PC, qui ont juste un mobile, et ils avaient un format Word papier, et en fait, juste à partir d'une photo, donc il peut envoyer cette photo. Donc certains, évidemment, se sont pris en photo, donc on a mis des softs pour enlever ces photos-là qui étaient un peu particulières, mais en gros, c'est aussi lié à une simplification de ces outils qui permettent maintenant de candidater très très simplement mobile, au-delà des usages. Pardon. Non. Et alors je vous passe des trucs sur évidemment répondre aux candidats qui postulent, mais ça c'est des détails, enfin c'est pas des détails, mais vous le savez déjà. Mais par contre un point qui est clé, parce qu'ici on est autour de la table, on est plutôt des publics aguerris, on est des RH, et en tant que RH, on essaie tous de soigner nos parcours candidats, de faire en sorte que tout le monde a une réponse, que les entretiens, on évite de poser la question à une femme de 30 ans si elle va être enceinte dans les 6 mois, mais qu'est-ce que vous allez faire dans 10 ans? Un millénial, s'il ne se projette pas 10 ans, il n'en a rien à foutre de votre question, etc. Mais par contre, nos managers, les managers de proximité, ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est une tendance 2019-2020, enfin, dont on le voit avec nos clients, c'est de se dire, OK, on a un travail encore entre RH d'évangélisation, dans tout le scope RH qu'un RH. Le recrutement n'est qu'une partie en plus. Mais les managers, eux, pour certains ont compris que ça avait bougé, d'autres n'ont pas du tout compris que ça avait bougé et restent toujours hyper tradis dans leur manière de faire. Et ça c'est un vrai enjeu, un vrai risque, à mon sens, pour toutes les entreprises. Voilà, de réponse. Nous, on le voit, je peux vous assurer qu'on picouse nos clients sur le sujet. On l'a eu il n'y a pas très longtemps avec un manager, un développeur PHP, bon, je passe les détails pour trouver un développeur PHP, et qui nous dit, pas le RH, le manager, bah, je vais attendre 15 jours avant de lui faire une propale pour être vraiment sûr qu'il soit motivé. Mais tu as raison, il va avoir 3 propositions par jour, le développeur PHP. Donc à un moment, soit tu as le gars ou la fille qui va bien, tu y vas et tu penses. Et je pense que nous, RH, on a un travail effectivement avec nos managers pour leur faire prendre conscience que ce monde-là, il bouge terriblement et que RH tout seul, on va mourir, on va lutter avec nos petits bras musclés. Et il faut vraiment avoir ce point-là. Et puis, je zoome sur des points qui me marquent fort, mais parce que c'est des sujets sur lesquels on est confrontés nous tous les jours. L'après, c'est-à-dire qu'on est content, on a trouvé Robert, développeur PHP, ou ce que vous voulez, et il démissionne. Et il démissionne de sa boîte, et pendant la démission, il a un préavis. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend de la situation. Et pendant ce préavis, il est hyper sollicité, hyper sollicitable, hyper fragile en fait. Alors qu'on pense, waouh, c'est génial, je l'ai trouvé, je l'attends lundi 14 octobre à 9h. Puis à 9h, il vient pas, à 9h30, il vient pas, il vient 10h, il vient pas. Et pendant ces 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a un travail, à mon sens, que l'on doit faire en tant que RH, en tant que recruteur, de continuer à entretenir le lien avec les personnes avec qui on a signé un contrat, qui nous engagent, nous, qu'engage moyennement juridiquement, on va dire, le candidat. Hein. Je ne suis pas un expert juridique, mais s'il a envie de signer 3 contrats, il en signe 3. Et de faire attention à ça. Pour avoir discuté avec le nouveau boss de l'Epitech Rennes, certains étudiants signent 4 à 5 contrats CDI aujourd'hui. Ils se permettent de signer. Et, voilà. Et après, ils se disent, je vais voir, fonction du temps, fonction de l'opportunité, je vais aller vers cette entreprise. On parle des développeurs, mais sur les commerciaux, c'est pas mal. Et sur des techs de maintenance, sur des opérateurs de prod, on peut avoir les mêmes tendances aujourd'hui de personnes qui ont du taf si elles veulent avoir du taf. Hein. C'est pas trop le sujet. Donc je pense que ça, c'est un point qu'il faut soigner. Et puis la troisième tendance, alors là, je te rejoins à 200%, sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui me passionne. Et en même temps, il y a à boire et à manger dedans. Il faut faire vraiment très très attention à ce sujet.
il y a l'intelligence artificielle un petit peu qui est pour moi de l'intelligence artificielle un peu old school, parce qu'elle existe depuis la nuit des temps. C'est les outils qui permettent dans un CV de checker des mots-clés et de se dire voilà, ce CV il est bien, ce CV il est pas bien. Ça existe depuis belle lurette. Après vous avez des expériences, L'Oréal par exemple qui a eu 2 expériences intelligence artificielle, une qui a échoué, une qui est en cours, qui est réussie. Une qui a échoué, c'était un outil qui s'appelait Vera et qui faisait des Skype ou des entretiens téléphoniques en mode bot. Et ça n'a pas marché parce que beaucoup de biais et des biais que tu as mis en exergue. Ils sont sur un autre outil chinois là qui teste depuis janvier pour leurs stagiaires uniquement. Ils reçoivent 30 000 demandes de stage par an, ce qui est juste énorme. Et ils ont un biais chez les managers. C'est les managers qui trient les CV des stagiaires chez L'Oréal. Et c'est que le manager, en général, il a fait HEC, donc il veut des stagiaires d'HEC. Il a fait l'ESSEC, il veut des stagiaires de l'ESSEC. Bah ouais, c'est sa meilleure école. Hein. Et donc là, c'est un outil chinois qui va poser des questions ouvertes, et non pas fermées, hein, des questions ouvertes aux étudiants. Et l'analyse des réponses aux questions ouvertes va permettre de sélectionner des CV que les managers n'auraient pas choisis. A priori, ils en sont satisfaits. Maintenant, il faudra voir dans la durée. Ça existe depuis 2 mois. Voilà. Ça, c'est un point clé. Et puis, intelligence artificielle, alors, il y a un débat entre deux sociétés aujourd'hui que vous connaissez, qui sont sur de la vidéo différée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent la vidéo différée. Un outil qui est EasyRecruit, un outil qui est Visio Talent. EasyRecruit a mis en place, avec le Crédit Agricole Normandie, en ce moment un test pour analyser les muscles faciaux quand on parle et en déduire tout un tas de choses. Alors, je ne suis pas psy, mais bref. Voilà. Mais en tout cas, c'est les usages qui sont en cours. Visio Talent, en tout cas, toute l'équipe Visio Talent, elle est plutôt opposée en se disant, bah ouais, mais ça dépend vachement aussi de la qualité de la vidéo, et donc ça peut changer les biais. Donc voilà. Donc pour moi, première tendance, pour résumer, première tendance qui est, à mon sens, opérationnelle très rapidement. Le candidat est un client. Alors c'est con ce que je dis, mais le candidat comme un client, et un client on le travaille marketing, le candidat on doit le travailler marketing. Deuxième sujet, l'expérience candidat qui doit être hyper chiadé aujourd'hui, non seulement du côté RH, mais des côtés managers de proximité, et ça c'est un point clé. Et un sujet qui est plus naissant, qui est très buzzword, où il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'il y a des choses comme le chatbot qui me paraissent effectivement plus matures aujourd'hui, et je vois Valérie, qui me paraissent effectivement des choses sur lesquelles qui peuvent fonctionner, qui peuvent être assez simples à mettre en place et à oser tester. Et attention à tous les mirages qu'on peut promettre, à mon sens, sur l'intelligence artificielle, en disant, c'est pas que notre métier va être remplacé. Si on est remplacé, on sera remplacé, on fera autre chose. Mais est-ce que réellement l'intelligence artificielle, réfléchir au mot qu'il y a dedans, elle est si intelligente que ça aujourd'hui? Voilà. L'intelligence artificielle, c'est encore un jeune enfant, hein, pour l'instant. Et juste pour terminer sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les attentes des candidats, le pire, dans toutes les enquêtes qu'on peut mener, c'est la black box post-candidature. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne connaissent pas les échéances, ils ne savent pas à quelle échéance ça se passe, ils ont des réponses, vous estimez avoir envoyé une réponse parce que vous avez envoyé une réponse automatique, sauf que pour eux, ce n'est pas une réponse. Et surtout, lorsque vous êtes une marque grand public, ça a un impact très 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 important sur derrière la vision de vos produits, de vos services, de votre marque. Et ils sont derrière, ils peuvent être prescripteurs, mais comme ils peuvent avoir aussi un effet négatif très très puissant. Donc négligez surtout pas ça, la façon dont vous les traitez, ces candidats qui ont fait l'effort de candidater. C'est pas pour ajouter un truc, mais c'est vraiment un sujet. Tu m'as fait penser à ça en fait en disant ça. Aujourd'hui, on répond à nos candidats, d'accord, on va se mettre d'accord, on répond à nos candidats. Tendance des entreprises aujourd'hui, c'est de dire je vais sur les réseaux sociaux et je poste des annonces sur les réseaux sociaux, je mets des posts, etc. Et on est les premiers à le faire et à l'encourager. Par contre, phénomène que je suis en train de voir, moi, sur LinkedIn en particulier, des entreprises qui mettent des belles annonces, qui travaillent leur annonce, et en dessous, il y a des commentaires de candidats ou de potentiels candidats qui voudraient des précisions. Il n'y a pas de réponse des entreprises. Et ça, c'est bête, mais c'est un moment, si vous allez sur les réseaux sociaux, si c'est pas vous RH, si c'est la communication qui gère les posts, briefez votre com pour répondre, parce que là en plus c'est public, on voit que vous répondez pas et c'est pas super chouette quoi.
Je dis personne dans la salle, c'est pas le sujet, mais en tout cas c'est quelque chose que nous on voit et que je trouve surprenante, parce que du coup c'est un effet là, immédiat de je te pose une question et tu me réponds pas, quoi. Merci Florent. Donc, pour rebondir, en parlant de questions, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions urgentes, comme disait Loïc tout à l'heure, dans la salle. Je vois dans certains regards que l'apéro est souhaité. Donc on va peut-être essayer de prendre quand même une ou deux questions, s'il y en a, pour nos experts. Pas de questions, super. Donc c'est que vous avez été très clair et sans doute très intéressant, merci. Ah. Merci. Bonsoir. Je me lance parce que ce serait dommage de rester là-dessus. Moi, il y a une question qui me taraudait avant de venir ici ce soir. Et alors, peut-être qu'il y a la réponse quelque part parmi vous. En fait, on parle d'expérience candidat et de candidat passif, d'inbound marketing. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que justement, quand on s'adresse à ces candidats, on leur demande finalement de devenir actifs dans leur candidature. Et aujourd'hui, sur beaucoup de job boards ou d'autres outils de recrutement, on va leur demander l'inévitable CV. Alors, je suis dans la génération Y, tout ça. Moi, si j'ai pas prévu de candidater, je n'ai pas forcément prévu de CV, j'ai pas forcément envie de faire cet effort-là, même si l'approche a posteriori pourra me séduire. Donc, on généralise pas encore le recrutement sans CV. Enfin, c'est très hétérogène, hein, ces pratiques, en fonction des outils. Et en parlant de RecruitTech, c'était un sujet qui m'intéressait en venant. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Tout à fait, sujet très intéressant. Donc là, il y a deux types de réponses. La première, c'est que pour faire tourner nos algos, dont je parlais tout à l'heure, là on a besoin du CV, parce que si on n'a pas le CV, il y a un moment il faut qu'on récupère de la donnée sur le candidat. Alors il y a plein de données qu'on récupère plein de données sur les candidats qui ne sont pas de la donnée déclarative. C'est-à-dire qu'en fait, à travers sa navigation, c'est de la déclaration, de la donnée anonymisée, mais on va identifier quels sont ses centres d'intérêt. Donc soit chez nous, soit à travers des choses que l'on va pouvoir lui pousser en dehors de nos plateformes. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on peut aller le chercher ailleurs. Si son CV n'est pas prêt, notre objectif, c'est en gros de lui donner envie de se mettre en mouvement. Et pour se mettre en mouvement et pour candidater, alors dites si je me trompe, mais on n'a pas encore trouvé beaucoup mieux qu'un CV pour retracer un parcours professionnel. Ça fait 20 ans que le CV doit mourir, ça fait à peu près 20 ans que l'offre d'emploi doit mourir, et on n'a pas trouvé beaucoup mieux aussi pour qu'une entreprise exprime un besoin. Enfin, en tout cas, dans 90% des cas. Donc c'est très vrai, et c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on a ces populations-là qui sont potentiellement intéressées, mais qui, c'est pas leur sujet, ils sont bien en poste aussi, elles ont cette sollicitation-là. Comment nous, on va retracer son parcours. Alors, on a de plus en plus de profil en base qu'on peut réactiver au fil des années, mais comment on va réactiver ce profil-là et le rendre postulant possible. J'ai pas la solution immédiate. Et merci. On partage la même opinion. Et il n'y a pas que le parcours non plus à déceler chez un candidat. Il n'y a pas que le parcours. Après, il y a d'autres données qui relèvent effectivement beaucoup plus des soft skills. Là où c'est un territoire sur lequel nous, on ne va pas beaucoup. On reste très, très hard skills. On parlait d'Assess First tout à l'heure. Moi, j'ai vu leur solution tourner et j'ai vu les équipes d'Assess First il n'y a pas très, très longtemps. C'est une belle solution. C'est une belle solution sur cette façon de matcher une personnalité avec la personnalité de l'équipe. C'est-à-dire qu'au-delà c'est l'analyse de comment cette personne réagit vis-à-vis de l'équipe dans laquelle elle va atterrir et comment les deux peuvent s'apparier. Donc voilà, là, je trouve que c'est quelque chose qui a été, sur les soft skills, en tout cas, quelque chose qui a été bien fait du côté d'Assess First. On utilise Assess First, hein. Donc dans les clients d'Assess First, et franchement, c'est effectivement un outil qu'on trouve extrêmement pertinent, extrêmement bien ciblé. Après, alors nous, on n'a pas de culture CV, machin, etc. Pour le recrutement sans CV, on l'a testé chez Happy to Meet You. On a voulu recruter un consultant en recrutement sans CV. J'ai eu une 50aine de candidatures. On n'a pris personne. Enfin, je suis super honnête avec vous. On n'a pris personne. Peut-être qu'on s'est pris comme des manches, hein, sur le sujet. Mais par contre, c'était hyper complexe d'expliquer aux candidats qu'on postulait pourquoi ils n'étaient pas retenus.
On avait fait une dizaine de questions avec des tests sourcing, des choses plus ou moins bien travaillées. Et derrière, analyser ces candidatures-là et de se dire waouh, qui j'élimine, qui je choisis sur ces réponses-là. Et je peux vraiment, je peux pas te tuer, mais je peux vraiment t'assurer qu'on a galéré comme des fous pour répondre à tous les candidats qui disaient mais moi je me vois dans le poste. Et objectivement, c'était donc le recrutement sans CV, sérieux, je pense que c'est hyper complexe. C'est pas si facile que ça. On l'a testé. Je n'encourage pas forcément les entreprises à le faire à premier abord. En tout cas, ça se travaille fortement si on veut y aller. Après, aujourd'hui, on est dans un modèle CV, mais même après, alors CV, LinkedIn, Viadeo, ce qu'on veut, hein, un profil. Mais voilà. Après, il faut se différencier. On peut parler aussi des vidéos, des CV vidéo. Objectivement, on a reçu, nous, on a dû recevoir en 3 ans 5 vidéos, quoi. Donc, alors qu'on propose d'envoyer, ce qu'on en a reçu une ce matin, qui était pour le coup bien faite, mais en fait, traditionnellement, les gens vous demandent aussi, vous disent, mais comment je vous envoie un CV. Même si on ne l'oblige pas, c'est ça. Donc après, je suis comme toi, je vois pas ce qui peut aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas encore trouvé le truc qui ferait que ce serait aussi simple. Après, le CV, quand on est en candidature passive, qu'on va dans un événement, qu'on rencontre Pierre-Paul Jacques, on discute avec Pierre-Paul Jacques, on peut pas lui demander son CV, quoi. C'est là où, à mon sens, le rôle de RH, c'est aussi de, je sais que c'est pas simple, mais c'est de sortir et d'aller dans les communautés qu'on vise, tant qu'il y a des communautés, pour aller échanger avec elles et faire fi effectivement du CV. Là, c'est le meilleur recrutement, quoi. Merci. Vous m'entendez ? Pour rebondir sur le sujet des CV aussi, ça dépend, je pense, aussi de la personne qui recrute. Typiquement, on a des sujets, on travaille avec Artis Intérim en ce moment sur la mise en place d'une plateforme typiquement qui permet donc Artis Intérim, c'est entreprise de travail temporaire. Et toutes les ETT sont aussi sur un modèle de CV, mais avec toutes les plateformes qui sont lancées, type Brigade, Gopher, etc., où finalement quelqu'un vient, met son profil à jour, donne ses 2-3 dernières expériences avec les compétences qui sont clés. Les interfaces sont très léchées, c'est très facile d'utilisation, c'est très moderne, donc pour le coup c'est très aussi jeune génération qui n'a pas envie de s'embêter à refaire son CV tout le temps, mettre à jour une compétence, et finalement il y a tout un tas de jobs qui se proposent à eux. Donc après, c'est peut-être d'autres personnes aussi, c'est peut-être plus des profils intérimaires ou des gens qui sont sur des jobs qui vont pouvoir enchaîner aussi plus rapidement. Ça dépend. C'est clair, nous, on l'a proposé sur des sociétés d'intérim sur lesquelles effectivement on n'oblige pas à joindre un CV parce que c'est pas le sujet. En fait, leur sujet, c'est d'avoir quelqu'un. En fait, alors ce sont des profils. En gros, ils ont juste besoin d'avoir quelqu'un qui soit présent et qui souhaite être présent. Et ensuite, derrière, est-ce qu'elle a l'habilitation, je ne sais plus comment ça s'appelle, CACES ou enfin. Voilà, ça ils s'en occupent. Donc effectivement, là, c'est plus le sujet. Et sur ces profils-là, ça fonctionne. Mais sur la majorité des profils, on a encore besoin de ce prérequis du CV. Je ne sais pas si la blockchain, un jour, nous permettra d'avoir une certification comme quoi cette personne a effectivement ce parcours-là, ce diplôme-là, et on pourra s'affranchir du CV. Mais c'est pareil, on n'y est pas, quoi. Enfin, pour l'instant, on n'a pas mieux, quoi. Je vous remercie à tous. Je remercie encore une fois les équipes Unity et Comendo d'avoir organisé tout ça, de nous avoir accueillis. Je remercie les closers de nous accueillir quotidiennement et puis ce soir dans ces magnifiques locaux. C'est pareil, vous allez sûrement entendre parler de les closers de plus en plus, et on va renouveler toutes ces soirées de partage. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler sur Twitter, sur LinkedIn. Ou autre, et puis merci à nos sponsors aussi, Hello Work, Artis, Happy to Meet You, et puis l'ANDR.